Merci à notre autre président de me donner le mot de la fin, qui est une tâche quand même assez ingrate après 2 journées si vivantes et si riches. D'abord parce qu'on n'a pas envie de conclure ni de se séparer, et d'autre part parce qu'il est difficile de ressaisir les nombreux fils des interventions si riches et qui ont représenté des apports, me semble-t-il, tout à fait décisifs, comme l'a remarqué Elisabeth. Il me semble que cela a conduit à une réflexion épistémologique. Ma première remarque, c'est que, au fond, nous avons été particulièrement heureux de nous retrouver après 3 années où nous avons certes continué à travailler, je dis certes alors même que la production n'a jamais été aussi féconde qu'au cours de ces 3 années dans l'histoire de notre GIS, mais nous fonctionnions en ligne ou de façon hybride. Alors ce colloque-ci aussi est hybride, mais je crois que significativement nous sommes revenus au monde de juste avant, c'est-à-dire notre colloque de la fin de 2019, juste avant le confinement, et nous avons adopté exactement le même schéma, c'est-à-dire une première journée dans la salle Liard, une deuxième journée dans cet amphithéâtre Guizot, et la salle Liard qui a servi aussi à accueillir l'annonce du renouvellement pour 3 années de notre GIS. Alors, nous sommes très très heureux de nous retrouver et nous avons constaté la richesse des échanges hors des communications qui n'existent pas sur Zoom, et aussi le fait que de nombreux projets soient nés dans les discussions dans les couloirs, pendant les pauses, et des projets très ambitieux ont pu être élaborés. L'idée d'organiser des colloques, peut-être à la Villa Finali, à Florence, de faire des séminaires à la Fondation des Treilles, d'utiliser l'hôtel de Lauzun, l'hôtel particulier du XVIIe siècle auquel la Sorbonne a accès pour faire un de nos colloques. Enfin, des tas d'idées très intéressantes sont nées des discussions dans les couloirs qui sont presque aussi importantes que les discussions dans les amphithéâtres. Voilà. Alors maintenant, j'en viens à la gageure d'essayer de retisser ensemble les fils si divers des interventions. Juliette l'a rappelé à la fin, notre approche a toujours été pluridisciplinaire et a brassé l'ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la littérature ont toujours été au cœur de nos préoccupations. Mais ce colloque-ci a ouvert des pistes nouvelles à travers le recours à d'autres disciplines comme la géographie, l'archéologie, la philosophie, qui sont entrées, me semble-t-il, pour la première fois dans nos colloques. De nouveau, nous avons abordé le jeu à travers 3 angles. Le jeu a été abordé d'abord comme phénomène de société, d'un point de vue à la fois anthropologique, une donnée permanente dans les fonctionnements humains, et d'un point de vue culturel, avec les variations que le jeu peut prendre à travers les cultures et les époques. Le deuxième axe a été l'aspect personnel, à travers la dimension à la fois psychologique du jeu, les comportements addictifs par exemple, ou les troubles psychologiques, et l'aspect métaphysique aussi de l'homo ludens qui a été revu à travers des éclairages nouveaux. Et le troisième axe, c'est bien sûr les enjeux symboliques du jeu que l'on a pu voir à travers les approches littéraires ou aussi à travers la question de la psychologie du travail. Alors, certainement, nous avons repris et prolongé plusieurs des axes que nous avons poursuivis jusqu'à présent depuis le début de nos activités de recherche. La question de départ, celle du jeu excessif, fondée autour de la question du jeu d'argent en particulier, a été au cœur des discussions. De même, la question de l'addiction, de la prévention de l'addiction, a été évoquée de nouveau, mais peut-être avec des éclairages un petit peu différents à travers l'attention, par exemple, portée sur la place dans nos vies et sur les dangers de la publicité, et en particulier la publicité pour le jeu qui vient lutter contre l'addiction au jeu. Donc il y a une sorte de tension et le rôle ambivalent de l'État a pu être évoqué à cet égard en particulier. La question de l'addiction est liée aussi aux troubles de l'addiction liés au jeu d'argent et de hasard.
Un troisième axe récurrent a pu être évoqué à nouveau, mais avec des éclairages là encore nouveaux. C'est la question de la frontière si délicate entre jeu et sport. Et plusieurs communications ont pu apporter, me semble-t-il, là encore des éclairages tout à fait nouveaux en montrant que eh bien, cette frontière, si discutée et si disputée, peut varier aussi en fonction des cultures. Et la différence entre la culture grecque ancienne et la culture romaine ancienne, à ce propos, était tout à fait éclairante, tout comme la communication qui a suivi immédiatement, qui a montré aussi comment le sport a pu être intégré au jeu dans le contexte tout particulier de l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, donc l'idée, la conclusion à propos de cette frontière, conclusion toute provisoire, serait qu'il s'agit essentiellement d'une question de terminologie et le sens des mots ayant pu évoluer aussi avec l'histoire, et ce que l'on a pu appeler jeu à une certaine époque, nous l'appellerions peut-être sport aujourd'hui. Enfin, un quatrième axe sur lequel nous sommes revenus, avec là encore des éclairages nouveaux, c'est la question de la nature des jeux, jeux analogiques, jeux numériques, jeux en ligne, mais les jeux en ligne ont été beaucoup moins abordés d'un point de vue statistique que dans nos colloques précédents où nous étions préoccupés de la prégnance des jeux en ligne en période de confinement. Aujourd'hui, il s'est agi plutôt des jeux vidéo. Alors, on a abordé des aspects nouveaux comme le free-to-play par exemple. Et si je me permettais d'apporter une suggestion pour des prolongements, ce serait justement sur une approche interdisciplinaire à propos des jeux vidéo où on a abordé le fonctionnement numérique ou l'enjeu sociologique, mais qui est abordé aussi par les littéraires comme une des formes nouvelles du storytelling, une des formes nouvelles de la fiction, et c'est sans doute un aspect très complémentaire, voir dans quelle mesure la fiction contemporaine repose sur le jeu plutôt que sur une narration construite, c'est-à-dire implique l'observateur dans la fiction au lieu de le laisser à l'extérieur. Et ça, c'est un fonctionnement de la fiction qui est lui aussi très intéressant. Il y a eu beaucoup de nouveautés aussi. La place du pari. Il me semble que jamais auparavant nous n'avions abordé de façon si développée la place des paris avec la typologie des parieurs qui avait peut-être été évoquée mais qui a été largement approfondie. Et c'est la question du pari sportif qui était intéressante, la place du e-sport, où on peut voir un oxymore, puisque le sport consiste tout de même à bouger et le consiste à ne pas bouger. Mais on peut voir aussi dans le e-sport la place de l'avatar dans le jeu vidéo, c'est-à-dire une transposition du moi qui serait une transposition numérique. Voilà. Et puis, ce qui a frappé aussi, c'est le relatif recul de l'étude portée aux Serious Games, qui était prégnante il y a quelques années encore, qui est intervenue ici encore avec une communication qui a rappelé que la notion était née à partir des années 2000. Ici, le Serious Game a été abordé d'une façon plus marginale, mais surtout à travers un éclairage nouveau, une théorie de l'effet qui met en parallèle jeu et littérature. Et cette théorie de l'effet a pu être prolongée par une réflexion sur le jeu comme effet de vie, qui introduit un autre type de parallèle entre jeu et littérature, et qui n'est plus lié cette fois aux Serious Games, mais aux réflexions de Marc Mathieu Munch ou de Sibony sur le supplément de vie, l'effet de vie apporté par le jeu. Alors, les Serious Games, les Power Games, les Persuasive Games ont été évoqués, mais aussi pour être réfutés par une autre notion, qui est une notion peut-être pour la critique de l'avenir, la notion de Sustainable Games, qui permet d'envisager aussi l'impact du jeu sur la société et sur les transformations de la société. Les études du jeu ont pu être mises en relation aussi avec les courants les plus contemporains de la critique. Par exemple, ce que nous appelons en français les études de genre, pour traduire Gender Studies. Il y a toute une étude de la sociologie du jeu, le jeu chez les jeunes filles par exemple, à travers des questions qui touchent à la typologie des jeux et qui invitent aussi à une typologie du jeu en fonction des classes d'âge et pas simplement en fonction des genres.
mais aussi une réflexion sur la figure sociologique de la gameuse et la représentation de la femme aussi dans les avatars, dans les jeux numériques. Enfin, est intervenu, et c'est un autre élément nouveau de notre réflexion, me semble-t-il, une véritable réflexion épistémologique. Et cette réflexion épistémologique m'a semblé déplacer légèrement notre point de vue par rapport à ce que nous avions auparavant exploré. Traditionnellement, notre GIS a toujours été pluridisciplinaire. Il a conjoint, il a présenté parallèlement des approches d'origine disciplinaire différentes sur un même objet, le jeu. Mais cette fois-ci, la pluridisciplinarité a résolument glissé vers une interdisciplinarité, c'est-à-dire un croisement des disciplines. Il y a eu d'abord l'introduction d'une approche de sociologie du jeu à travers la géographie, avec par exemple l'étude de l'introduction des jeux d'argent en Afrique. Il y a eu également le recours à la philosophie comme éclairage à la psychologie, à la sociologie et à la politique même, à travers la question du rapport entre jeu et psychologie du travail. Il y a eu également le recours à l'archéologie, aux sources archéologiques comme moyen de connaissance du jeu. Et puis, finalement, quatrième élément, cette notion nouvelle introduite à la fin de notre journée, celle de ludocritique, qui, comme la mythocritique, comme la géocritique, comme l'écocritique ou la zoopoétique, eh bien, suppose une approche résolument interdisciplinaire de l'objet littéraire et plus particulièrement une approche anthropologique de la littérature, et donc c'est une façon de nous inscrire résolument dans une interdisciplinarité. Alors la réflexion a porté finalement sur les fondements. Les fondements, c'est-à-dire les fondements terminologiques. Que signifie le mot « jeu » la dernière session l'a montré à travers le retour au sens premier du mot « jeu », l'espace qu'il y a entre deux rouages, mais il y a eu aussi des réflexions, et donc on peut se demander quels sont ces rouages dans la société. Mais il y a eu aussi des réflexions sur le flou du mot français quand on le compare à la terminologie anglaise, gambling, gaming, play, et donc il y a une réflexion sur le concept dans ses relations aussi avec le mot. Ce qui frappe, pour finir, me semble-t-il, c'est que notre recherche évolue avec l'évolution de la société, l'évolution au plus rapide, au plus près de la société. Elle est en prise directe avec l'évolution de la société. J'y ai fait allusion lorsque j'ai parlé du confinement et lorsque notre attention était portée sur les formes du jeu pendant le confinement. Nous en sommes sortis, c'est le premier colloque entièrement hors confinement, et il n'était plus question du confinement dans ses relations avec le jeu, un peu comme lorsque Proust a obtenu le prix Goncourt en 1919 avec À l'ombre des jeunes filles en fleurs, prix Goncourt qui a été si discuté parce que c'était le premier prix Goncourt depuis des années où il n'était pas question de guerre, en 1919. Voilà, et nous sommes un peu dans la même situation de post-traumatisme. Alors, il y a peut-être plus de préoccupations. On a écarté cette question des jeux en ligne dans les relations avec les confinements. En revanche, il me semble que nos approches ont beaucoup plus porté sur l'aspect positif du jeu, non plus simplement l'addiction et les troubles psychologiques, mais aussi la dimension thérapeutique du jeu, et également l'apport du jeu dans les transformations sociales, avec l'exemple de l'agroécologie. Et puis, on retrouve aussi, on pourrait envisager des prolongements philosophiques à nos approches, ce sont des suggestions pour l'avenir. Certaines pistes ont déjà été présentes en filigrane dans les communications. Quelle est la similitude entre le jeu et les drogues? Qu'est-ce qui fait que ces deux substances provoquent une addiction? Ou bien, quel est le rapport? Notre doyenne avait introduit notre colloque en soulignant le lien dans le XVIIe siècle espagnol entre le jeu et l'alcool. Mais quel est le rapport entre le jeu et l'argent? Quel est le rapport entre le jeu et le hasard? N'y a-t-il pas là aussi, derrière les enjeux psychologiques tout à fait évidents, chercher à gagner de l'argent, se créer une illusion pour
gagner de l'argent d'une façon facile, parallèlement à une façon malhonnête? N'y a-t-il pas aussi un enjeu plus profondément existentiel avec la façon dont l'homme se situe par rapport au déterminisme et au hasard? Voilà, ce sont des pistes pour l'avenir, mais je souhaite en tout cas que nous penchions sur les projets à venir. Je voudrais pour finir en évoquer un qui est issu, qui est un projet purement littéraire cette fois, mais puisque les littéraires sont en retard un petit peu sur les autres disciplines dans la recherche sur le jeu, je me permets d'introduire ce projet. C'est la Société européenne de littérature comparée qui a accepté que son congrès biennal, qui a lieu un peu partout en Europe, ait lieu la prochaine fois, donc en 2024, à la Sorbonne, et qu'il porte sur le jeu. Et comme c'est un congrès international et que la plupart des communications sont en anglais, le sous-titre, et c'est vraiment dans l'esprit de ce que nous avons développé au cours de ces 2 journées, le sous-titre c'est « Gambling, Gaming and Play in Literature ». Donc pour montrer comment, par opposition à la notion monolithique française, eh bien, cette idée de jeu se décline à travers 3 notions différentes en anglais et dans un corpus qui sera un corpus littéraire. Donc ce congrès aura lieu du 2 au 6 septembre 2024, mais entre-temps, nous aurons bien d'autres occasions de nous retrouver. Voilà, merci encore à tous et à toutes pour votre présence ici, présence en 3 dimensions, présence en 2 dimensions en ligne. Merci encore aux techniciens de l'image de nous avoir accompagnés et de nous permettre de diffuser cette recherche, parce que la recherche n'est pas plus importante que sa propre diffusion. Et donc, merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de week-end. Alors avant d'applaudir, eh bien, je voulais remercier Bernard Franco de nous avoir si bien accueillis une fois encore à la Sorbonne. C'était un accueil magnifique dans des lieux superbes et on se sent à la maison. Merci Bernard. Nous le sommes. Et merci à Boris et merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Voilà. Merci à tous pour votre participation active. À très bientôt sur les événements du GIS, en ligne, dans nos prochains événements. Et n'oubliez pas l'appel à projet du GIS qui va commencer le 15 octobre et est ouvert jusqu'au 15 décembre, comme l'a évoqué hier Elisabeth. Donc je vous dis à très vite sur Ludocorpus et sur nos différents médias. À très bientôt. Au revoir.